Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses spéciale crypto. Alors spéciale parce qu'aujourd'hui il y aura 3 questions auxquelles je vais répondre. Donc la première question c'est relatif à la bulle. Est-ce qu'il y a une bulle? Est-ce qu'il faut trader la bulle? Et quel est mon point de vue du coup sur la bulle des cryptos? Deuxièmement, c'est quels sont les avantages à trader la crypto et est-ce qu'il faut s'y intéresser? Et troisièmement, un sujet qui est ultra négligé parce que vous avez déjà pas mal de vidéos qui traitent les 2 premiers sujets, le risque. C'est-à-dire en gros, quel risque prendre sur la crypto. Alors on va commencer par la bulle. Alors est-ce qu'il y a une bulle? Bon, oui, il y a une bulle. Mais moi ce que je comprends pas, c'est tous ces gens qui disent oui, il y a une bulle, attention, c'est super dangereux, etc. Bon, déjà dans une bulle, tout comme un marché traditionnel, il y a les gagnants et les perdants. Bon, la différence c'est que les perdants c'est ceux qui arrivent à la fin et les gagnants sont ceux qui sont arrivés au début. Alors que sur le Forex par exemple, les perdants, qu'ils arrivent au début ou à la fin, ils perdent quand même. Parce que ça reste quand même un marché qui est assez compliqué, où le taux quand même de perdants est beaucoup plus important que le taux de gagnants. Mais en général, on objecte que bon, il y a une bulle, du coup c'est hyper dangereux, etc. Bon, moi, première chose qui m'étonne un tout petit peu, c'est tous ceux qui disent qu'il y a une bulle et qui à côté se disent traders ou quoi. C'est pourquoi du coup vous vendez pas. Parce que c'est vrai que moi, si je trouve qu'il y a un marché qui est dans une bulle et qui est prêt à exploser, la seule chose que je vais faire, je vais attendre le bon moment du coup pour vendre. Parce que vous imaginez si c'est vraiment une bulle et qu'elle explose dans pas longtemps, il y a un potentiel de baisse qui est vraiment génial. Et quand on est trader, on sait comment gérer son risque, on sait comment détecter la fin d'une bulle et du coup on se prépare à vendre. Donc j'espère bien que tous ceux qui pensent que c'est une bulle vont faire beaucoup d'argent dans la baisse du coup qui arrivera dans pas longtemps. Alors je regarde parce que j'ai pris quelques notes aussi pour rester assez structuré dans ma réponse. Donc en plus, quand on dit c'est une bulle, faire attention, l'Ether est monté de 10 000%, mais il est redescendu de 50% ensuite, ce qui signifie que les gens qui ont acheté là-haut, ils ont une perte de 50%. Bah non, parce que personne n'oblige les gens à rester en trade. Je veux dire, si à un moment donné, j'achète l'Ether quand il a 400 $, qui monte à 415 et qu'ensuite il redescend sous les 400, voire 380, voire plus, personne ne m'oblige à rester sur le marché. Je veux dire, je suis un grand garçon, je peux clôturer mon trade et du coup je peux limiter ma perte, voire ne pas faire de perte du tout. Donc c'est vrai que l'argument à chaque fois qui dit attention, c'est super compliqué, un jour tu es à plus 500, le lendemain tu peux perdre quasiment tout ce que tu gagnes. Bah oui, mais bon, c'est libre aux gens aussi de clôturer leur trade. Alors la difficulté de la crypto c'est que ça bouge tout le temps, jour, matin, nuit, week-end. Donc c'est vrai que couper les trades à tout moment c'est pas compliqué, mais on peut mettre des ordres automatiques, des ordres limites sur la crypto. Donc bon, pour moi cet argument ne tient pas beaucoup, donc effectivement je pense qu'il y a une bulle et je vais vous expliquer après quand je pense que cette bulle se terminera, enfin ça sera mon point de vue. Mais quand on dit attention c'est une bulle, si vous avez investi 100 € ici, demain il vous reste 1000 €, demain il vous reste plus que 500 €, c'est que si les personnes ne sortent pas. Et là on n'en vient pas au problème de la bulle de la crypto, mais le problème de l'éducation des gens. Et ça c'est encore un autre sujet, alors là je rejoindrai du coup tout le monde. Effectivement, les gens sont quand même relativement mal éduqués sur le trading et l'investissement. Bon, après, c'est aussi un business de dire attention, il y a une bulle, etc. Il y en a qui passent sur BFM assez souvent. Vous savez, ceux qui disent oh là, tout va mal, et puis ça fait 6 ans qu'ils disent que tout va mal. Et quand effectivement, au bout de 6 ans, il y a quelque chose qui ne va pas, ils me disent ah, je vous l'avais dit que tout allait mal. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire sur les brokers. Imaginez un broker qui a une base de 100 clients. D'accord? Et ils divisent les clients en 2 poules. Donc ils appellent 50 clients, on leur dit attention, demain ça va descendre. Ils appellent 50 autres clients, en leur disant attention, demain ça va monter. Le lendemain, le marché monte. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appeler les 50 clients à qui ils ont dit que ça allait monter. Donc ils les appellent, ils disent vous avez vu, hier on vous a dit que ça allait monter et ça a monté, alors on vous prévient, demain ça va descendre. Mais il dit ça uniquement à 25 clients et à 25 autres, il leur appelle en disant vous avez vu, on vous avait dit hier que ça allait monter et ça a monté. Attention, demain ça va continuer de monter. Le lendemain, ça monte encore. Donc ils rappellent les 25 clients à qui ils ont dit que ça allait monter. Et ils font pareil, 12-13, donc ils disent à 12 clients attention demain ça va descendre et 13 attention demain ça va monter. Ensuite le lendemain ça descend, donc ils rappellent les 12 clients à qui ils avaient dit que ça allait descendre. Et là pareil, 6 clients, donc ils séparent en 2, à 6 clients ils disent attention demain ça va monter, et à 6 autres clients ils disent attention demain ça va descendre, et ainsi de suite. Et à la fin qu'est-ce qui reste? Il reste 3 mecs qui sont persuadés qu'ils ont affaire à des génies des marchés financiers, génies de l'analyse graphique et du trading, parce qu'ils ont eu un sans faute en fait. En fait non, c'est juste que, bon, je dis pas que les gens font ça, mais c'est juste que finalement c'est une arnaque qui est plus ou moins bien connue, qui a été utilisée il y a longtemps par les brokers pour justement essayer à la fin, à ces 3-là, de soutirer le plus d'argent possible en disant alors maintenant, vous avez vu, je suis super bon, investissez maintenant tout sur cette action, vous allez voir, demain ça va monter. Voilà, ça c'est un des principes de certaines arnaques dans les brokers. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui crient un peu à la bulle, etc., bon, c'est toujours facile parce que finalement, on n'a que 50% de chance d'avoir raison ou tort. Vous savez, quand on fait une analyse sur Internet, on a juste une chance sur 2 de se tromper ou d'avoir raison.
c'est quand même énorme. Vous imaginez, enfin, un analyste, finalement, il peut avoir raison quasiment toute sa vie parce qu'il a la chance d'avoir raison une fois sur deux, et on peut du coup considérer qu'il c'est un super bon analyste. Alors je dis pas que les analystes qui se trompent pas ont de la chance ou que ceux qui se trompent ont de la malchance, mais il faut aussi bien que vous considériez qu'il y a quand même toujours cette part de hasard. C'est une chance sur deux. C'est comme si moi, tout d'un coup, je vous dis dans cette vidéo, l'or va monter l'an prochain, vous verrez. Bon, bah, si l'or monte, je ressortirai ma vidéo en disant, vous avez vu, je vous l'avais dit. Si par contre l'or se casse la gueule, bah, je vais laisser ma vidéo dans les limbes d'internet, voire ne plus jamais en entendre parler. Et puis, bah, comme ça, au moins, j'aurai une image super crédible, hein, en disant, voilà, je suis légitime. Hein, j'avais dit il y a un an que l'or avait monté, donc, et l'or a monté. Donc, encore une fois, je ne dis pas que tout ce que vous entendez sur les bulles, etc., à droite, à gauche, hein, je cible personne, c'est ce qui se passe. Je dis juste d'essayer d'avoir un esprit critique sur cette notion de bulle et de crypto. Alors ensuite, mon avis. Est-ce que c'est une bulle et qu'est-ce qu'on en fait de cette bulle-là? Et quand est-ce qu'elle peut exploser? Donc ça, c'est uniquement mon avis. Donc c'est ni un conseil à investir ou à ne pas investir en quoi que ce soit. C'est je vais vous donner mon avis de, attention, quelqu'un qui connaît et qui trade la crypto, parce que ça, c'est un autre problème de tous ceux qui parlent un peu de la crypto. Je donne ma main à couper que la plupart d'entre eux en fait n'ont jamais tradé la crypto ou se sont intéressés de près ou de loin à tout ce qui existe en fait, ce que c'est que la crypto, etc. Je vous rappelle qu'une crypto, on peut voir ça comme un mélange d'actions et de devises. Pas pour toutes les cryptos, on pourra en revenir dans d'autres vidéos. Donc, quel est mon point de vue sur cette bulle? Donc, il y a pour moi deux bulles. Il y a une petite bulle qui risque de durer encore assez longtemps, c'est la bulle des cryptos elles-mêmes. Et il y a eu la grosse bulle des ICO. Les ICO, en fait, c'est une sorte d'IPO, donc introduction en bourse, sauf que là, en fait, ça se passe sur le monde de la crypto. Et ce qu'on a remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, hein, cette année, c'est qu'il y a eu en fait une course un peu à l'armement, donc une course aux ICO, où les ICO levaient des montants de plus en plus importants pour des idées. Et parce qu'une ICO, hein, donc une levée de fonds dans la crypto, la plupart du temps, c'est pas comme dans la vraie vie. Il n'y a pas de business plan, business model, une équipe, un produit, un proof of concept, etc. etc. Il n'y a pas en fait un énorme challenge, genre, il n'y a pas de challenger qui arrive qui dit non, ton projet ne fonctionne pas parce que ci, parce que là. Non, dans le monde des ICO, en fait, la plupart des levées de fonds, donc attention, on ne va pas généraliser, mais la plupart des levées de fonds, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier qu'on appelle le white paper, dans lequel il y a un ou deux mecs qui s'est dit, bah tenez, j'ai vu qu'il y avait un problème sur la crypto, je pense pouvoir le résoudre, et je vais faire ça, et du coup, dans le futur, tout ira bien. Et les gens donnent de l'argent à ces gens-là qui ont juste des idées, qui n'ont pas de business plan, pas de business model, et qui des fois sortent de nulle part. Alors, je ne dis pas que tous les projets, ça concerne tous les projets, mais quand on regarde la plupart des projets des ICO, il y en a qui sont vraiment très sérieux, avec une vraie structure derrière, une vraie entreprise, une vraie idée, un vrai business plan, une vraie étude de marché, et puis des vrais entrepreneurs, et puis il y a tout le reste. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y en a plus de 800, et du coup, je crois qu'on est à peu près à 96 milliards, hein, on est monté à 96 milliards de capitalisation, mais attention, hein, c'est la capitalisation des places qui donne les chiffres. Hein, vous avez beaucoup de brokers, enfin d'exchange, donc de places de marché, en Asie, au Japon, en Chine, etc., et en Corée qui ne communiquent pas leurs chiffres, hein, donc on ne sait pas vraiment quelle est la vraie capitalisation des crypto-monnaies. Enfin, toutes les crypto-monnaies, en tout cas, on connaît la capitalisation, mais je parle des échanges. Hein. Les échanges de crypto-monnaies daily, c'est un peu compliqué à savoir, parce qu'on n'a pas ces informations-là. Donc, ce que je pense qui va se passer, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a, par exemple, je donne un exemple bête, hein, mais 100 sociétés qui ont fait 100 levées de fonds, d'accord? Elles ont toutes levé des millions. Ce qui est assez bizarre, parce que quand on voit derrière des projets sur Kickstarter, etc., qui sont concrets, avec des mecs qui ont une énorme passion, qui créent quelque chose et qui lèvent que 70 000 euros, 100 000 euros, ils sont tout contents quand ils lèvent 1 million. Putain, s'ils redécouvraient combien on peut lever sur la blockchain pour des projets, des idées, ils seraient assez dégoûtés. Donc, en gros, il y a 100 entreprises qui ont un projet et elles présentent le projet. Sur les 100, il y en a peut-être 5 ou 6 qui sont vraiment ultra sérieuses et qui resteront là. D'accord? Donc leur projet est vraiment en béton, il est solide et puis surtout, il a une application concrète et donc il ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Et puis il y a les autres qui sont des bons projets, mais peut-être des fois un peu trop utopistes ou un peu trop futuristes. Et puis après, il y a tous les autres projets qui surfent juste en fait sur la vague des ICO. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques mois, dans quelques années, peut-être dans un an et demi, je pense que ça sera plutôt l'an prochain, il y a plein de projets qui ont été financés. On va se rendre compte finalement que ces projets-là ne sont pas très utiles, ou en tout cas, l'évolution par exemple du Bitcoin ou de l'Ethereum vont rendre obsolètes peut-être quelques projets qui essayaient de régler des problèmes liés à ces crypto-monnaies, à la scalabilité notamment du Bitcoin et de l'Ethereum. Et du coup, il y a des projets qui vont plus avoir vraiment de raison d'être. Il y a plein de projets qui, je suppose, auront été abandonnés parce que les équipes qui n'ont pas la compétence, ou en tout cas qui n'ont pas l'expérience, se seront déchirées et puis le projet sera tombé à l'eau. Il y a plein d'autres projets qui finalement n'auront pas réussi à transformer l'essai. Et du coup, il va se passer quoi? Il va se passer que plein de cryptos qui ont été créés pour financer ces projets
vont perdre de l'intérêt puisque les projets eux-mêmes sont abandonnés ou perdent de l'intérêt. Et tout cet argent, donc ces milliards qui sont sur ces cryptos, on va dire subsidiaires, ces altcoins, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc soit ils vont être convertis en fiat, donc en euros, en dollars, en yens, etc. Soit sur une crypto ou des cryptos qui sont beaucoup plus sécures et beaucoup plus prometteuses. Donc ce que je pense qui peut se passer, c'est que si tout d'un coup il y a un éclatement de la bulle, soit tout va aller sur le Bitcoin et d'autres grosses cryptos comme le Dash, Ethereum, etc. Soit il va y avoir un énorme retrait effectivement et là on aura vraiment l'éclatement de la bulle. Mais attention, éclatement de bulle ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Déjà, on peut vendre sur la crypto. Je ne parle pas des CFD que les brokers proposent, je parle des vraies cryptos, celles qui sont sur les exchanges. Vous pouvez vendre la crypto, il suffit de l'emprunter, ce qu'on appelle du margin trading. Donc déjà, on pourra quand même se faire de l'argent sur les baisses. Ça, c'est pas un énorme problème. Ensuite, une bulle, en fait, c'est génial. C'est ce qui peut arriver de mieux à un marché. Pourquoi? Parce que la bulle va permettre de virer tout ce qui est pas bon et de garder tout ce qui est bon, ce qui est prometteur et ce qui sera toujours là dans 10 ans. D'accord? Tous ceux qui comparent la bulle Internet, etc. Ok, ben, regardons tous les géants du web. Ces géants du web sont issus de la bulle Internet, justement. Donc, c'est évident qu'il y aura plein de monde qui va perdre de l'argent. Et on va y revenir dans la dernière partie de cette vidéo où on parlera du risque. Il est évident que plein de monde vont gagner beaucoup d'argent. Mais pour moi, la bulle actuelle, la récente baisse qu'il y avait, c'était pas l'éclatement de la bulle. Hein. J'ai vu plein de vidéos sortir sur Internet, sur Facebook. Les gens disaient, je vous l'avais dit, hein, attention, ça a perdu 50%, ça a perdu 40%, etc. Non, non, c'était pas l'éclatement de la bulle. Il faut s'intéresser un tout petit peu à la crypto. En fait, c'était lié à deux choses. La première chose, c'était les problèmes de scalabilité du Bitcoin et de l'Ethereum. D'ailleurs, de la bouche même de Vitalik, qui s'est dit, bon, attention, l'Ethereum et les ICO, il y a une petite bombe à retardement qui est entre les mains si on ne change pas rapidement les choses. Et le problème de la scalabilité du Bitcoin, avec tout ce qui se passe du coup cet été, notamment Segwit 2x pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez sur Google quelque part hein, et vous cherchez ce que c'est que Segwit 2x. Donc il y a eu une peur hein, par rapport à ça, mais c'est comme les marchés financiers. Quand il y a une news importante, par exemple quand il y a une élection, comme les élections américaines ou quoi que ce soit, les marchés, ils retiennent leur souffle, ils retirent un peu de liquidité qu'ils vont placer sur des produits plus sûrs, comme l'or, le franc suisse ou peu importe. Et du coup, les marchés actions respirent un tout petit peu, il y a une petite baisse. Il s'est passé la même chose sur la crypto. Les gens ont tout simplement retiré leur argent le temps que le vote sur Segwit passe ou pas. Et à partir du moment où finalement on a vu que ça partait dans le bon sens, les capitaux sont revenus. On est quand même passé, si je ne dis pas de bêtises, de 66 milliards il y a une semaine à 96 milliards. Le marché a repris 30 milliards de capitalisation depuis qu'on voit que finalement tout va bien se passer sans doute pour le Bitcoin. Je dis sans doute parce que rien n'est encore joué. Mais dans tous les cas, une bulle, c'est très bien. Et donc, s'il y a une bulle, et je pense qu'il y en a une, quand elle éclatera, ça permettra de faire un bon petit ménage. Et ça, ce sera génial parce que ça veut dire qu'enfin, on aura quelque chose d'ultra stable et des cryptos qui ont été à l'épreuve, justement, d'un crack ou à l'épreuve de l'éclatement du bulle. Donc, rappelez-vous ça. S'il y a une bulle aujourd'hui, c'est à cause principalement des ICO et des projets un peu trop utopistes ou qui veulent régler les problèmes qui vont de toute façon être sans doute réglés par la communauté Bitcoin, Ethereum ou d'autres grosses crypto-monnaies. Ensuite, je ne vais pas rentrer en détail dans les ICO, mais il faut bien comprendre que la plupart des gens qui investissent dans les ICO ne sont pas des investisseurs, d'accord? Ce sont des opportunistes, ce sont les fermes de mineurs qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes de crypto à pas savoir quoi faire parce qu'en Chine, c'est très compliqué d'échanger une crypto contre du fiat. Et du coup, ils investissent leur argent un peu partout. Mais c'est normal, imaginez-vous, il y a des gens qui ont fait 10 000%. Si le mec a mis 1000 euros, là il est à 1 million d'euros. Donc forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre 10 ou 20 ou 30 ou 40 000 euros dans un projet. Et les autres qui ont gagné beaucoup plus d'argent, pareil, ils vont jeter un peu leur argent à droite à gauche. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur la crypto. Donc forcément, cet argent est investi dans des nouvelles valeurs, dans des nouveaux projets. Et puis, encore une fois, quand les gens se rendront compte que les entreprises qui ont mené les SEO commencent à disparaître, plus trop donner de nouvelles, ou les projets finalement ne seront pas réalisables, c'est à ce moment-là où les gens vont retirer l'argent de ces cryptos-là. Et soit elles mettront l'argent ailleurs, sur d'autres cryptos, soit elles les retireront en fiat. Et à mon avis, c'est là que la bulle s'éclatera. Un peu en fait comme la bulle Internet. La bulle Internet, c'est quand on s'est rendu compte que les valorisations finalement étaient beaucoup trop importantes par rapport au vrai projet qu'il y a derrière. Là, c'est ce qui va se passer. Les valorisations sont déjà trop importantes par rapport au projet, mais il y a une toute petite différence par rapport à la bulle Internet. C'est que sur la bulle Internet, c'était des entreprises qui existaient, qui levaient des fonds, enfin en tout cas qui avaient une vraie structure, etc. Même si des fois c'était un truc dans un garage. Sur les petites capitalisations. Là, sur la blockchain, des fois, c'est juste des idées. J'ai même vu de mes propres yeux un mec, on connaît ni son nom, ni quoi que ce soit. Il n'a pas d'identité, il n'a pas de société, il avait un site internet qui était bidon. Il a juste publié 2-3 trucs sur Bitcoin Talk, il a réussi à lever 700 000 $. Donc les gens, en fait, donnent leur argent un peu partout. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas éclaté maintenant? C'est parce que c'est que dans quelques temps que les gens se rendront compte que finalement, les idées ou les startups qui ont levé tout cet argent ne sont pas capables de délivrer. Et là, il y aura du coup la sanction du marché. Mais encore une fois, si c'est l'éclatement de la bulle et que tous ceux qui disent aujourd'hui que c'est une bulle ne vendent pas,
bah là je comprends pas. C'est-à-dire, si à un moment donné, si tu dis qu'il y a une bulle et que ça va péter, bah, tu dois être le premier en fait à vendre. Donc j'espère bien que tous ces gens-là vont faire beaucoup d'argent dans la baisse et ensuite pourront racheter quand ce sera bien sûr beaucoup plus bas, parce que c'est ça qui est super sympa avec les bulles. Donc voilà, ça c'était pour la partie de la bulle. Après, trader les cryptos, est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est extrêmement intéressant. Alors pourquoi est-ce que pour moi trader les cryptos c'est intéressant? Je vous dis pas de trader que des cryptos, d'accord? Continuez le forex, continuez les actions, les indices, les futures options, tout ce que vous voulez. Mais intéressez-vous vraiment à la crypto. Alors pourquoi est-ce que pour moi la crypto est un marché ultra intéressant? Déjà, c'est un marché qui est beaucoup plus efficient que le forex, les actions. Où il y a beaucoup plus de manipulations et d'informations qui sont beaucoup trop opaques et où il y a une asymétrie de nos chances. C'est-à-dire que concrètement sur le forex, les actions, etc., on a beaucoup moins de chances d'avoir la bonne information et de prendre la bonne décision que des gens qui sont beaucoup plus informés. Sur la crypto, on n'a pas ça. On n'a pas de banque, on n'a pas de HFT. On a peut-être 2-3 petits hedge funds qui se courent après, mais bon, les montants sont tellement petits que finalement, pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment commencé à investir énormément. Et surtout, il faut savoir que la plupart des hedge funds, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont faire de la liquidité, soit ils vont faire du buy and hold. Donc c'est pas eux qui vont créer les pièges qu'on peut voir des fois sur le forex, sur les actions. Donc ce qu'il y a de bien sur la crypto, c'est que c'est un marché qui est beaucoup plus pur. Alors pas toutes les cryptos, attention, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau de liquidité et de volatilité, de capitalisation, pardon, de liquidité. Donc la crypto est beaucoup plus pure, c'est beaucoup plus efficient. Il n'y a pas tous ces pièges que l'on peut avoir sur les actions, etc. Il n'y a pas ces gros gaps qui arrivent d'une journée sur l'autre parce qu'il y a une annonce qui est tombée le week-end. Il n'y a pas des news qu'il va falloir interpréter de différentes manières parce qu'il y a l'euro, le dollar, le yen, il y a Draghi, il y a machin, etc. Non, il n'y a toujours qu'une seule chose, c'est le comportement. En fait, la crypto, la plupart du temps, ce sont des particuliers, des investisseurs ou des traders qui ne sont pas du tout aguerris. Alors il y en a qui sont très bons et très doués, mais la plupart du temps, en tout cas ce que l'expérience m'a appris, parce que j'ai rencontré plein de personnes, j'ai été dans plein de conférences depuis tous ces mois où je ne vous disais rien de ce que je faisais sur la crypto. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des gens qui investissent aujourd'hui sur la crypto, ce sont des gens qui ne savent pas trader, qui n'ont aucune notion en fait en gestion du risque, en analyse technique et en analyse comportementale et qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'offre et la demande sur un marché par exemple. Donc ce que je trouve pas mal avec la crypto, c'est qu'encore une fois, donc c'est plein de particuliers qui font plein d'erreurs. Et du coup, c'est quoi? Eh ben, quand il y a un énorme mouvement à la hausse, il y a plein du coup d'investisseurs, de crypto enthousiastes qui essaient de rentrer dans le mouvement pour prendre le train en marche. Et du coup, souvent, on a des gros mouvements qui sont bien haussiers, qui sont alimentés par plein de personnes, par une espèce de pump and dump. Et quand ça baisse, c'est pareil. Vous savez, les baisses de la crypto sont géniales. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements de panique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est extrêmement communicatif, la peur sur les marchés financiers. Maintenant, imaginez la peur sur des marchés financiers où il n'y a que des particuliers, que des gens qui ne sont pas éduqués à ça, que des gens qui ne savent pas vraiment trader ni comment réagir face à une perte, une baisse. Des gens qui, pour eux, c'est inconcevable de dire « coupe maintenant » et tu rachèteras plus bas. La plupart des gens sur la crypto, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils voient que ça baisse à un moment, ils coupent, donc ils alimentent la baisse, soit ils continuent à garder le plus longtemps possible, donc une sorte de faire un peu des martingales, des trucs comme ça, pour espérer, parce qu'il est là le mot l'espoir, pour espérer que ça remonte. Donc ça, je suis désolé d'être un peu peut-être arrogant ou un peu de shark sur les bords, mais ça, je trouve que ce sont des superbes opportunités pour nous qui sont beaucoup plus éduqués, qui savons un peu comment un marché fonctionne, qui ont l'habitude de couper nos trades quand un trade part mal. Et du coup, je pense que c'est une formidable opportunité pour nous d'aller sur ce marché, d'apporter plus de liquidité, mais surtout de profiter finalement du manque d'expérience de plein de personnes. Alors ces personnes, il faudra quand même les éduquer. Parce que c'est quand même dommage que tous ces gens investissent dans la crypto, font des investissements sans vraiment savoir comment elles investissent ni dans quoi elles investissent. Alors ce que j'aime beaucoup aussi avec la crypto, c'est que, je relis mes notes, c'est que c'est un formidable marché aussi pour apprendre. Concrètement, sur certains carnets d'ordre, ça va tellement pas vite qu'on peut apprendre comment fonctionne un carnet d'ordre, comment lire un carnet d'ordre, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent au carnet d'ordre et notamment sur les futurs, sur la crypto, vous avez un formidable marché, un magnifique terrain pour apprendre. Moi-même qui ne connaissais quasiment rien au carnet d'ordre, j'ai commencé à regarder un peu et analyser les carnets d'ordre sur la crypto et on peut faire en fait plein de belles choses sur la crypto. On peut même faire des stratégies très particulières de market making qui sont très sympas où on essaie de trader dans le spread et gagner de l'argent en fait en scalpant dans le spread. C'est quelque chose que je ne pensais que je n'aurais jamais fait dans ma vie parce que je sais que ça c'est uniquement possible par les HFT et par des fonds qui ont des connexions de tarés qui sont à juste 9 mètres des serveurs par exemple de la bourse. Et ben sur la crypto on peut faire ça. Donc concrètement on va sur un exchange où il n'y a pas énormément de liquidité, on prend une petite crypto et puis on peut combler le spread, on peut mettre le spread beaucoup plus petit en créant des ordres d'achat puis de vente, des ordres d'achat de vente et du coup scalper comme ça. Et c'est un formidable lieu pour apprendre tout ça. En plus la crypto c'est aussi un formidable lieu pour apprendre la psychologie des marchés.
pour vraiment s'intéresser à ça, à comment ça fonctionne et du coup c'est extrêmement bon pour s'entraîner à une approche comportementale. Donc voilà pourquoi je pense que trader la crypto c'est super, ça va vous apprendre énormément de choses et encore je ne vous parle pas de toutes les features que la crypto vous permet de faire, ça va améliorer énormément votre trading et puis voilà, on pourra en reparler dans de nombreuses vidéos. Donc voilà pourquoi je pense que oui, la crypto c'est ultra intéressant et il faut à tout prix que vous la tradiez. Et du coup on peut arriver au sujet qui m'intéresse le plus, le risque. Parce que vous voyez, la plupart des vidéos que je vois, c'est... ah oui, il y a un autre avantage pardon, pour trader la crypto. Contrairement aux actions, aux forex, etc., vous pouvez trader des cryptos à partir de 1 euro, voire quelques centimes. Donc du coup, c'est ouvert à n'importe quelle bourse. Et c'est là où je reviens, donc à la gestion du risque. Donc la plupart des choses que j'ai vues dans ces vidéos, de critiques, attention, c'est beaucoup trop risqué, etc. Putain, mais je m'étouffais quand j'entendais ça parce que, mais bien sûr que c'est risqué. Mais qu'est-ce qui n'est pas risqué sur les marchés financiers? Les actions, c'est risqué. Le forex, c'est ultra risqué parce qu'avec la publicité des brokers qui vous poussent à utiliser énormément d'effets leviers et de trader uniquement des petites unités de temps, c'est beaucoup plus risqué que la crypto. Les actions, c'est ultra risqué avec les gaps, etc., etc., des informations que l'on ne maîtrise pas. Investir dans l'immobilier quand on n'y connaît rien, c'est super risqué. Acheter un appartement et puis finalement avoir que des emmerdes. Créer son business, c'est super risqué. Choisir un plan de carrière par rapport à un autre, c'est super risqué. Traverser la route, c'est risqué. Donc il faut arrêter. C'est quand même hallucinant d'entendre des traders ou des gérants, des investisseurs me parler de risque. On ne parle pas de risque, on parle de gestion de risque. Donc si la crypto c'est risqué, comme n'importe quel autre véhicule d'investissement, eh bien, il faut tout simplement la trader avec le risque adéquat. Donc moi personnellement, j'ai choisi d'utiliser peut-être une grosse partie de mes revenus et de ma force de frappe financière pour investir sur la crypto. C'est-à-dire que concrètement, moi personnellement, aujourd'hui, je dédie 30% de mes revenus et 30% de mes gains sur le trading et 30% finalement de ce que je suis capable de générer pour trader la crypto. Pourquoi? Parce que si ces 30% je les perds, ça ne changera rien à ma vie. Je serai, bien évidemment, j'aurai beaucoup moins d'argent, enfin juste 30% de moins, mais ça va pas me mettre en danger, ça va pas me mettre à la rue, ça va pas me mettre dans une situation financière qui est complètement inconfortable et je pourrai toujours manger à la fin du mois. Donc ces 30% finalement, que je les ai ou que je les ai pas, je peux quand même vivre. Alors comme ce que je les ai ou que je les ai pas, je peux quand même vivre, et ben il faut que je les réinvestisse. C'est mon devoir de trader et d'investisseur d'avoir cette réflexion-là. Et c'est le devoir de tous les gens qui font des vidéos sur YouTube de dire oui, c'est risqué, mais comme c'est risqué justement, ben moi je vais vous apprendre quelque chose d'autre. Je vais vous apprendre à gérer votre risque et votre patrimoine intelligemment. Parce qu'il est là le problème. Au lieu de créer des vidéos qui critiquent la crypto, que c'est dangereux, etc., etc., ben, en fait il faudrait plutôt créer des vidéos beaucoup plus éducatives avec un contenu beaucoup plus intéressant et qualitatif qui apprend aux gens les bases de l'enrichissement, de la liberté financière et de la création de patrimoine. Et ça passe par quoi? Ça passe par la réduction drastique des dépenses, parce que c'est compliqué d'optimiser un revenu, c'est plus facile d'optimiser ses dépenses. Et ensuite, une fois qu'on a drastiquement réduit ses dépenses, on arrive à avoir une capacité d'épargne beaucoup plus importante. Et cette capacité d'épargne, il faut en mettre en partie de côté. Et le reste, il faut l'investir. Il faut l'investir dans quoi? Dans ce que vous voulez. Forex, immobilier, actions ou crypto. Moi, mon choix était vite fait. Là, sur mes revenus, j'investis du coup 30% des cryptos. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est de la gestion de risque intelligente, d'accord? C'est, je fais ma situation personnelle et je regarde combien je peux me permettre de perdre. Et si je me plante sur la crypto, parce que moi, je suis crypto-enthousiaste, bon, pas trop non plus, hein, je suis très critique, mais je suis crypto-enthousiaste. Si je me plante, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre 30% des revenus sur une année, voire 2 ans, parce que je fais ça maintenant depuis maintenant quasiment 6 mois. Donc je vais continuer à faire ça encore pendant les 6 prochains mois et les 6 prochaines années de ma vie et quasiment en fait tout le reste de ma vie. Donc si tout se passe mal, je vais perdre 30% de tout ce que j'ai gagné. Et c'est tout. Et il est là le risque. Donc excusez-moi, mais est-ce que c'est vraiment risqué de risquer qu'une partie de ce que je gagne et de ce que vous pouvez gagner pour quelque chose qui fondamentalement peut maximum perdre 100%, mais maximum monter de 1000, 10 000, 100 000%. Parce qu'il y a une asymétrie gain-perte hein, sur la crypto. C'est que maximum vous pouvez perdre 100% de ce que vous avez risqué, mais maximum vous pouvez gagner 1000, 10 000%. Vous savez, j'ai des trades qui tournent toujours et qui sont à 4000%. Alors j'ai des trades aussi qui ont fait moins 90%. Mais quand vous avez un trade avec 90 € à moins 90%, un autre trade à 90 € avec 4000%, je suis désolé, mais c'est vite vu. Donc, pour la gestion du risque, moi ce que je comprends pas, c'est que tous ces gens qui parlent en mal de la crypto, disant attention, c'est une bulle, c'est dangereux, mais bon sang, mais est-ce que vous êtes trader, investisseur? Est-ce que vous avez la moindre notion de la gestion du risque? Donc, bien évidemment, si c'est risqué, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire. Donc, il faut gérer son risque intelligemment. Et il faudrait que chacun en fait se demande, voilà, tous les mois, est-ce que si j'investis 50 € sur quelque chose, est-ce que ça change quelque chose à mon quotidien ou pas? Non.
Mais du coup, puisque ça ne change rien à votre quotidien, pourquoi est-ce que vous n'investissez pas 50 € quelque part? 50 € dans du trading, 50 € dans de l'investissement, dans soutenir un projet, ou 50% sur la crypto. 50 € pardon, sur la crypto. Vous savez, 50 € sur la crypto, on peut faire plein de choses avec 50 €. Il y a plein de petits de projets. Bon, encore une fois, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo qui est déjà assez longue, mais c'est pas grave de mettre 50 € par mois sur la crypto. Au contraire, il faut que vous y alliez faire. Vous savez, on dit souvent, attention, quand le boulanger ou votre maman, ou votre cousin, ou votre facteur commence à vous parler de quelque chose, c'est qu'il y a une bulle. Ok, mais il y a une bulle, pourquoi? Parce que les gens, on leur apprend pas à investir. C'est ça le problème. Si on apprend aux gens à investir, il y aura peut-être toujours la bulle, mais les effets de la bulle seront beaucoup plus limités et l'éclatement de la bulle sera beaucoup moins important. Donc je pense que le rôle de tout le monde, tous ceux qui font des vidéos, qui sont sur Facebook, les réseaux sociaux, etc., le rôle, je pense, c'est éduquer les gens. Non pas en leur apprenant à ne pas investir sur la crypto, mais en leur apprenant à gérer intelligemment leur risque. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc comment est-ce qu'on gère intelligemment son risque? Donc petit 1, on réduit ses dépenses. C'est le plus facile, c'est rationaliser ses dépenses. C'est essayer de voir, déjà faut faire un audit de combien vous dépensez pour la bouffe, pour les soirées, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas des abonnements téléphoniques qu'on peut réduire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut vraiment rationaliser? Et ça, c'est la priorité, c'est réduire le poste de dépenses. C'est plus facile que d'augmenter ses revenus. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous avez le moyen d'augmenter vos revenus, ça peut être créer des petits business à droite à gauche sur Internet, faire des vidéos YouTube pour promouvoir un produit. Enfin, vous avez des tonnes de vidéos et d'auteurs sur YouTube qui vous donnent énormément de clés pour savoir comment monter un business, etc. Et si vous êtes un peu malin et vous avez un esprit critique, vous n'avez même pas besoin d'acheter des formations là-dessus. Vous regardez toutes les vidéos sur les chaînes YouTube sur tous ceux qui font un peu ça, qui vous vendent un peu comment créer son business en ligne, et ça pourra le faire. Ça peut être autre chose aussi, hein, je veux dire, vous pouvez multiplier vos revenus, je sais pas, en trouvant un autre travail, ou pas encore en investissant parce que c'est après, ou en faisant quelque chose. Enfin, je dis pas que c'est facile, attention, c'est même très compliqué, surtout quand on est responsable de famille, etc., ou qu'on a des problèmes d'argent. Mais déjà, la priorité, c'est réduire les dépenses. Ensuite, si on peut, essayer de trouver d'autres sources de revenus pour les multiplier. Et ensuite, on aura une différence entre les revenus et les dépenses. Cette différence, c'est en gros le bénéfice, hein, c'est le bénéfice de l'entreprise. Ce bénéfice, on appelle ça pour un particulier la capacité d'épargne mensuelle, si c'est par mois. Cette capacité d'épargne mensuelle, vous en mettez une partie de côté parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et le reste, vous pouvez le perdre. Alors après, c'est à vous de voir. Ça, vous le dépensez en restaurant, en soirée, en voyage, ce qui est très bien, voyager et ayez une vie sociale. Soit vous le dépensez en shopping, en cinéma et tout et tout. Ou alors, vous l'investissez sur les marchés pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent. Et si vous n'investissez que ces petites fractions de vos revenus, alors ne venez plus me parler de risque. Bien évidemment qu'il y a un risque, mais à partir du moment où le risque est intelligemment maîtrisé, vous pouvez vous permettre de prendre ce risque. Trader la crypto.